Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Très heureuse de vous savoir nombreux pour ce nouveau numéro de l'émission Mon Opinion. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Monsieur Jonathan Bilary, sous une autre casquette bien sûr, et vous allez le découvrir. Bonsoir Monsieur Jonathan. Bonsoir Patricia Vasseur. Très heureuse de vous recevoir sur mon plateau de Mon Opinion. Et moi je te remercie pour l'invitation et surtout c'est la deuxième fois que l'on m'invite dans ce genre de circonstances. Et voilà, et certainement, beaucoup se posent la question de savoir pourquoi vous êtes ici. Mais vous êtes ici en tant que porte-parole d'un parti politique qui s'appelle Union de démocrates congolais pour la concorde nationale. Absolument. Le parti cher au député Magui Rwakabouba. Ouais. Voilà, alors dites-nous comment se porte votre parti et quelles sont les dernières activités que vous avez eu à Eh faire. bien, les partis se portent bien et merci de l'avoir annoncé ainsi. Je suis le secrétaire national et porte-parole de l'UDSN, qui est l'Union de démocrates pour la concorde nationale. Nous sommes alliés au sein de la FDCA depuis les élections précédentes de 2018. Et le parti se porte bien et aujourd'hui, même pour ceux qui nous suivent de très près, nous avons maximisé en ce qui concerne la sensibilisation de la population dans son ensemble, surtout dans la partie est de la RDC, où nous sommes vraiment très actifs. Et aujourd'hui, il faudrait aussi signifier qu'au Sud Kivu, qu'il y a quand même un réveil de géants où la population prêterait à ce que nous faisons et surtout la population arrive à cerner, à comprendre les messages et surtout les buts et les objectifs dont nous poursuivons au sein de l'UDSN. Voilà, vous le disiez tout à l'heure, votre autorité morale est d'ailleurs députée nationale pour le compte du territoire de Rutshuru, chefferie de Bouicha dans le Nord Kivu. Elle est aussi poéticienne très rodée qui a assumé plusieurs fonctions, notamment vice-ministre du budget, santé, énergie et enseignement primaire dans le gouvernement successif. Et je suis tentée de vous poser la question de savoir, est-ce que votre parti a bénéficié de toutes ces fonctions assumées par son autorité morale? Quel est le gain politique? Écoutez, le problème n'est pas que le parti puisse en bénéficier, mais nous, comme il a toujours dit, l'autorité morale, c'est que nous sommes dans la gestion de la République pour travailler pour la nation. Nous travaillons pour la nation. Et au sein de l'UDSN, il n'y a jamais eu les intérêts propres. Toutes les actions qui ont été menées ont souvent trait au développement du pays. Et je l'expliquerai, quand elle a été à l'EPSP, tout ce qu'elle a su organiser ou soit encore accomplir dans le Rutshuru a eu de l'impact et de l'intérêt général, qui n'a rien à voir avec son parti politique. Et ça n'est de même aussi quand elle a occupé le poste de vice-ministre à l'énergie. On a vu ce qu'elle a pu réaliser à ce poste-là, qui a permis dans la partie est de la RDC, qui est ce développement aujourd'hui dans le Rutshuru. Il y a le courant, il y a même à Kinshasa, il y a de certains coins où on en manque. Rutshuru, on n'en manque presque pas. Ça fait partie aussi de ses plaidoyers pendant qu'il était ministre. Et on va plus loin en étant vice-ministre de la Santé. On a vu aujourd'hui à plusieurs centres de santé qui ont eu cette possibilité de vivre aisément dans la partie Est. Et puis le même en étant vice-ministre du budget, je pouvais voir, moi personnellement, qui me suis rendu avec elle pendant les élections, tout ce qu'elle a accompli aujourd'hui, qui n'a rien à voir en termes d'identité de son parti politique. Nous sommes dans cette démarche où nous travaillons pour la nation congolaise et que les intérêts des partis politiques tombent. Quand on est nommé ministre, quand on est député national, s'il y a de ces choses qu'il faudrait brandir en premier, c'est d'abord l'intérêt de la nation. Et ça a toujours été de la bonne politique opérée par notre cher parti UDSN. Voilà, depuis juin 2022, la République démocratique du Congo est agressée surtout du côté est de la République. C'est justement dans le territoire de votre autorité morale. Quelle lecture faites-vous de cette agression? Le problème lié à l'insécurité de la RDC, nous avons, c'est vrai, nous sommes montés au créneau, nous avons dénoncé. Je tiens même aussi à profiter de ce cadre même pour pouvoir faire ce démenti sur un tweet qui est parti de partout en disant qu'il y avait tout un champ de la famille Rwakabouba qui abritait les rebelles alors que ça n'a rien à voir. Et déjà, c'est des personnes qui ne connaissent pas assez le Rutshuru qui se permet de parler ainsi. Mais ce problème, je pense qu'avant, on pensait que c'était ethnique alors que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je pense que le pourparler permet à ce qu'il y ait dialogue entre les rebelles M23 et le gouvernement congolais. Ils sont allés au Kenya. Je pense que petit à petit, qu'aujourd'hui, c'est vrai que Kinshasa, jusqu'à preuve du contraire, on continue à accuser Kigali. Mais je pense qu'il est important de privilégier la paix pour cet instant-ci. C'est quand même assez très difficile. Moi,
qui est pour habitude de m'y rendre souvent dans le Rutshuru, dans le bas-fond. D'ailleurs, je parlerai des Tamugenga. Déjà, c'est un peuple qui n'a pas déjà assez pour de quoi vivre et leur mettre dans ces conditions, c'est beaucoup plus la faim qui leur tue que les armes. Je pense que le problème est assez large. Ce n'est pas que je me tais face à cette situation, mais nous avons un autre côté regardant et nous privilégions qu'il y ait dialogue, que l'on discute et que l'on trouve un consensus qui pourra mettre fin à cette crise. Voilà, à Luanda, capitale angolaise, les négociations ont démarré entre les experts angolais et le Rwanda. Les experts congolais plutôt et le Rwanda dans le cadre de la réactivation de la commission mixte. Croyez-vous à ces négociations? Oui, moi j'y crois. Moi j'y crois. C'est vraiment ce dont on attendait. Et je pense que la démarche et surtout le parrainage de Joao Lourenço qui est au centre même de cette discussion a apaisé les tensions. Aujourd'hui, l'on peut sentir que les choses ont évolué et que même c'est vrai qu'on a senti qu'il y a eu quand même régression dans certains points par rapport aux attaques du M23. Et je pense que tout est parti de ce dialogue. Et moi, j'y crois. Si l'on a reçu, parce que pour ceux qui auront vécu les 2 dernières semaines, les bruits étaient tout autres. Mais aujourd'hui, l'on peut sentir que la tension a baissé d'un cran. Et je pense que ceci est parti de discussions entre 2 chefs d'État qui souhaitent et qui tiennent sur l'émergence. L'on pouvait suivre aussi la sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame, lui aussi de son côté qui privilégie la paix. Et de l'autre côté, le président Félix Tshisekedi, quant à lui aussi, c'est vrai, en tant que père de famille, quand on se sent attaqué, la position qu'il a prise qui était très très louable en disant que la RDC était prête à faire cette guerre, mais qu'aujourd'hui, en étant pacifiste, qui tient à cette paix, et pour 2 pays, parce que ça restera à vie et rien ne changera. Le Rwanda restera voisin de la RDC et la RDC vice-versa. Je ne veux pas brandir le côté émotionnel, mais quand même, quand il y a un malentendu, nous autres, démocrates de la Concorde nationale, nous ne faisons qu'au privilégier la paix. Voilà, parlons élections en République démocratique du Congo, à voir tout ce qui se passe actuellement dans la situation politique en RDC. Vous pensez que ces élections pourraient être organisées en temps et dans le délai constitutionnel? Nous avons été invités le samedi par le président de la CENI avec son bureau. Le président avait tenu mordicus à échanger avec les cadres de partis politiques pour discuter, échanger et surtout avoir plusieurs éclaircissements sur plusieurs zones d'ombre. Une vérité, c'est qu'il a dit que la CENI, eux, par contre, ils sont arrivés avec 28 mois de retard. 28 mois de retard, déjà, qui causent beaucoup d'embûches sur la tenue des élections en décembre 2023. Ça, c'est une réalité. Ça, il faudra le dire ouvertement. C'est vrai que le président du CENI n'a pas eu, je ne dirais pas courage, mais ça sautait aux yeux que ça reste quand même assez compliqué. Il y a quand même eu plusieurs ajouts sur la faisabilité des élections. C'est vrai que par rapport au timing, parce qu'aujourd'hui, il a parlé des élections qui seront directes, qu'on aura la possibilité de voter et d'ici 30 minutes avoir quand même les résultats par centre. C'est pour lui chose qui sera faisable, mais pour plusieurs cadres, l'on reste quand même sceptique. L'on a quand même poussé le bouchon plus loin en faisant un tout petit peu la pression au président de la CENI pour savoir y aura-t-il élection en 2023 ou pas. Le président de la CENI est resté serein et en nous affirmant et confirmant que les élections auront bel et bien lieu en 2023. L'on ne sait savoir par quelle magie, parce que là, le compte à rebours a été déjà lancé. Il faudrait aussi attendre le recensement. Il faudrait aussi parler de l'enrôlement. Et plus loin d'ailleurs, il a dû proposer de pouvoir donner plus de chances qu'il y ait un nombre grandissant des électeurs lors de la précédente élection. Il n'y en a eu que 16%. Il a expliqué les pourquoi il y avait moins des électeurs. Les problèmes des empreintes aussi qui est très visible. Aujourd'hui, il y aura aussi possibilité de s'enregistrer par voie lyrique, par l'œil. Et donc, c'est tout ce mécanisme qui sont mis en place qui nous inquiète. Pour plusieurs candidats de 2018 ne veulent quasiment pas entendre parler de ces machines à voter qu'on a utilisées pour les précédentes élections. Donc il faut qu'il y ait commande. Patricia Bassois, nous sommes au mois de juillet. Donc, carrément, nous avons déjà entamé les 6 mois restants pour 2022. En 2023, nous ne voulons pas qu'il y ait d'autres discours. Et donc nous invitons le président de la CENI à garder ce même discours. Et si élection est en 2023, ça va non seulement beaucoup nous enchanter, et moi personnellement, je prendrai bien soin de l'applaudir. Bien que je sais que c'est quand même assez
Impossible. Impossible. Ok, mais en 2023 aussi, bien de personnalités se sont prononcées pour les élections. Votre parti a choisi quelle personnalité pour ces élections? Nous sommes dans l'union sacrée. Nous sommes dans l'union sacrée et les choix est clair. Nous soutenons le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et c'est vrai qu'il faudrait aussi marteler en disant que à la veille, déjà à l'approche de l'année électorale 2023, il y aura beaucoup d'alliances qui vont se faire, beaucoup d'alliances qui vont se faire aussi. Et je ne dis pas que nous, on sera en mode caméléon. Non, le choix est clair. Nous accompagnons la vision et nous soutenons la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, puisque nous sommes aussi au sein de l'Union sacrée. Le but est de pouvoir consolider les efforts, travailler ensemble, parler développement, pas que par le dire, mais s'y mettre tout en travaillant. Que chacun apporte sa pierre d'édifice dans chaque coin. C'est en ce moment-là qu'on parlera émergence. Pas qu'il y ait que tel autre doit forcément le faire et que moi je ne le ferai pas, j'attendrai mon tour pour le faire. Ça n'a pas lieu d'avoir. Voilà, en parlant d'alliances qui se défendent, qu'en dites-vous, quelle lecture faites-vous sur la dernière sortie médiatique de Jean-Marc Kabound? La sortie de Jean-Marc Kabound a dérangé plus d'un. Et c'est vrai que ça a resté un fidèle allié dont on a connu et au sein de... Non seulement ça reste une personnalité influente de l'IDPS, mais que la mort même de Tiens Tshisekedi, c'est même lui qui a porté cette lourde charge. C'est tout un vécu de Jean-Marc Kabound à Kabound. Et aujourd'hui, je pense que même que ce soit la fin de la coalition FCC Cash, Jean-Marc Kabound a joué un très très grand rôle. Il a montré ce qu'il pouvait faire et ce qu'il pouvait apporter. Et faire ces déclarations aujourd'hui parce qu'on le vient opposant, à un moment, ça dérange. Ça frise même l'ingratitude. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait le dire ouvertement, c'est vrai que Jean-Marc Kabound traite aujourd'hui le régime, le tenant de ce régime en place de jouisseurs. Mais l'on connaît tous comment est-ce qui est arrivé Jean-Marc Kabound à Kabound. Il a tenu cette conférence de presse chez lui à la maison. D'où il sort cet argent? L'on connaît tous les émoluments des députés. On connaît tous les émoluments des députés. Peux-tu nous expliquer aussi à son tour d'où il a eu tout ça? Je pense qu'il aurait bien pu quand même pas le dire comme il a dit. Il n'avait pas tort aussi de pouvoir dénoncer certains actes. Bien sûr. Mais sortir par la grande porte en disant qu'aujourd'hui, la vision ne cadre peut-être pas et que moi, Jean-Marc Kabound, je préfère utiliser tel autre angle qui ne sera peut-être jamais accepté par l'UDPS. Cela explique notre séparation. Je pense qu'il aurait bénéficié de beaucoup plus de sympathie de plusieurs. Mais aujourd'hui, on avait un monsieur qui parlait avec beaucoup d'émotion. Et c'était l'arne qui parlait, l'arne de vengeance. Alors qu'on est tous en Congolais. On n'a pas besoin de se régler des comptes s'il n'est pas parlé développement ensemble. Et donc, je pense que, je ne dirais pas que le moment était très mal choisi, mais il est très mal parti. Et je pense qu'il a quand même plus de chances de rectifier les tirs. Rien ne lui est interdit. Et je pense qu'il a toujours été opposant. Il est encore de nouveau dans l'opposition. Et voilà, alors on peut que le souhaiter de meilleur pour son parti politique à venir. C'est seule la population dans son ensemble qui aura le dernier mot pour les élections à venir. Voilà, alors on est en train de chuter justement tout doucement. Et une autre question aussi qui se pose et qui n'a toujours pas de réponse et d'éclaircissement, c'est par rapport au fait à l'acquittement de Vital Kamerhe, par rapport au volet maison préfabriquée. C'est vrai que vous êtes au sein de l'Union sacrée, mais pensez-vous que c'était nécessaire ou que la question avait été bien abordée? Écoutez, je reviens, je pense que je vais même citer leur nom. Je discute très souvent et régulièrement avec M. Seth Kikouni, qui est un ami, et je discute aussi très souvent avec M. Dédé Mopassa, qui est honorable député, qui est un aîné. Et l'on pense, moi personnellement, je pense qu'ils ont quand même perdu du temps et de l'argent pour rien. Parce qu'on a vu, la Tanzanie a fait pression, qu'il y avait des conteneurs, des maisons préfabriquées. Donc c'est tout ce temps de procès. Il fallait quand même privilégier, c'est vrai. Aujourd'hui, le procès Kamerhe a été vu déjà, à première vue, comme un procès politique. Et qu'aujourd'hui, l'acquitter 2 ans après, c'est que c'est 2 bonnes années qui auront servi à quelque chose. J'aurais bien voulu quand même, j'aurais été à la place du chef de l'État. D'après les spéculations, je l'aurais suspendu. J'aurais laissé Jamal acheminer, finir son travail.
donner un timing au bout de 2 ans s'il n'y a pas réalisation de fait. Et c'est à ce moment-là on pouvait entamer aux discussions. Je pense que c'était quand même assez prématuré. Et je pense que ce procès, et je suis convaincu que même ceux qui l'ont traduit en justice le regrettent amèrement et qui n'auront pas dû fait. Et qu'aujourd'hui, ça saute aux yeux que la personne a été incriminée injustement alors qu'il n'avait jamais cessé d'éclamer son innocence en demandant même que ce conteneur vont devoir arriver à telle période. Est-ce que dans telle période, c'est faisable de pouvoir exécuter tel projet? Chose qui n'était pas possible, ça il faudrait se le dire. Et je pense qu'aujourd'hui, même ceux qui l'ont contré, qui lui ont infligé cette humiliation, en ont quand même tiré une leçon, mais c'était une grosse perte de temps qui n'avait pas besoin d'avoir lieu. Patricia Bassois. Voilà, tout au départ, je disais qu'on vous recevait sous une autre casquette, mais la toute dernière question, elle va quand même nous détendre et te remettre un tout petit peu dans ta casquette, c'est l'affaire Wenge. Après les 2 concerts qui ont fait couler encre et salive, la toute dernière question, c'était le 180 000 $ donnés à Wenge Musica pour le concert du 30 juin. 580 000 $, voilà, donnés à Wenge Musica pour le concert du 30 juin, bien qu'ils ne sont pas encore prononcés. En fait, il y a l'IGF qui est derrière le ministère de la Culture et Arts. Alors, vous pensez que c'était une erreur au cas où le gouvernement aurait donné cet argent à la culture ou encore à Wenge Musica? Madame Patricia Bassois, moi je suis aussi connue pour être un très grand opérateur culturel. Nous sommes toujours plaints que le gouvernement n'assistait pas les culturels comme il se devrait. Et je pense que pour cet événement de grande envergure, ne pas avoir l'accompagnement du gouvernement aurait été aussi injuste. Et pourquoi est-ce que l'on se plaît que l'on accompagne tel secteur a reçu tel investissement, tel secteur a reçu tel accompagnement du gouverneur, ou tel secteur a reçu tel accompagnement du gouvernement central, pourquoi ça ne devrait pas aussi être chez les culturels? Les culturels, on leur voit comme bien est-ce qu'ils se démerdent, à deux fois même pour réunir de moyens et organiser des événements. Je ne vous dis pas combien ça coûte, Madame Patricia Bassois. Mais aujourd'hui, quand le gouvernement se réveille et qu'il encourage ce concert de réunification, nous savons tous que ce groupe Wenge a accompli dans notre culture et ce qu'il a donné à notre musique. Et je pense qu'il était temps quand même de pouvoir aussi leur rendre hommage. Je pense que la participation, moi j'aurais été dans le gouvernement, peut-être j'aurais donné plus. Et c'est injuste qu'au moment où l'on finance un projet culturel de grande envergure, parce qu'il s'agissait de l'Afrique dans son ensemble, on a vu de gens qui sont venus de partout pour venir vivre ce moment inoubliable, dont moi je suis convaincu que ça restera à jamais gravé, marqué dans les annales. Oui. Même après une séculaire, on en parlera. Et je trouve que ce geste de la part du gouvernement était très très louable. C'est vrai que l'IGF a pour mission de suivre à la lettre la traçabilité de cet argent, à quoi ça a réellement servi. Je pense qu'ils ont des justifs. S'ils ont payé la sécurité, ils vont devoir les justifier. Si c'était pour la logistique, ils vont l'écrire, ils vont remettre. En soi, ça ne poserait pas de problème. Pourquoi? Parce que l'agitation va de la présence de l'IGF. Alors que c'est normal, l'IGF ne fait que faire son travail. Je pense que le producteur de ce concert, il va faire ses justifs, il va devoir le remettre en bonne et due forme. Ça n'a rien de méchant. Parce qu'aujourd'hui, l'IGF a été vendu comme un monstre. Alors qu'il n'est là que pour suivre réellement les dépenses. Et je pense que moi, j'aurais été dans ce gouvernement. J'aurais été ministre de la Culture, peut-être j'aurais demandé plus pour ce concert-là. Et je pense que c'est après ça qu'aujourd'hui on a le go. On peut avoir ce courage aussi d'aller frapper à la porte du gouvernement pour dire nous organisons tel événement, est-ce qu'on ne peut pas avoir tel accompagnement? Nous organisons tel XY événement, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Parce qu'aujourd'hui, il faudrait le dire qu'on a un sérieux problème lié à cette crise de politique culturelle qui n'existe pratiquement pas. Combien d'événements vous connaissez, Madame Patricia Bassois, qui font directement référence à la République démocratique du Congo? Il n'y en a presque pas. Et je pense qu'aujourd'hui, départ ce projet, on devrait penser aussi initier d'autres projets qui vendraient mieux la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup Monsieur Jonathan Villary. Et on arrive à la deuxième partie de cette émission. C'est le moment où mon invité donnera son opinion de l'heure par rapport à l'actualité de l'heure, à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, c'est à vous. Moi, j'aime beaucoup notre hymne national et souvent je me le répète même et j'adore beaucoup, c'est pas grave. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Au peuple ardent, c'est par le labeur que nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Et je me rappelle, moi, quand j'étais à l'école, au collège,
Souvent, à l'entrée du bureau de notre directeur de discipline, il était marqué si seulement chacun faisait bien son travail. Et je pense que le Congolais, on est champion, on aime bien indexer les autres. On pense que l'autre peut mieux le faire que nous, alors que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce problème qui divise l'opinion congolaise dans son ensemble n'a même pas raison d'être. Le pourquoi, je m'explique. Le président qui vient d'arriver, Félix Tshisekedi, n'a que 4 ans au sommet de l'État. C'est 4 ans de beaucoup de réalités. C'est 4 ans de rencontres des difficultés énormes et des défis comme ce n'était pas permis. En 2020, le monde a été totalement aux arrêts suite à la situation de la crise sanitaire Covid-19. Ce qui n'a pas arrangé les choses aussi, ça il faudrait le dire. Indexé en disant que Joseph Kabila a échoué dans sa mission, ça je ne me permettrai jamais. Je pense que Joseph Kabila a fait sa part, Félix Tshisekedi est en train de faire sa part. Demain, Jonathan Bilari, je le souhaite, un jour, être à la magistrature suprême, je ferai ma part et je passerai. Mais le plus important, c'est que chacun de nous, dans chaque coin, que l'on fasse ce qui est nécessaire pour le développement de la RDC. Nous sommes pleins pendant assez d'années et ça n'a pas apporté de solutions. Je pense qu'il est temps de se mettre en marche. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, Jonathan Bilari, j'ai récemment organisé un événement où j'ai financé les jeunes entrepreneurs. Je ne suis pas quelqu'un de riche, je ne suis pas riche, pas du tout. Il y a ceux qui ont plus de moyens que moi. Mais à la limite, moi je pense qu'assurer la relève serait aussi un moyen de pallier sur l'avenir. Et donc à la limite, les petits moyens que j'ai, la petite influence que j'ai en tout ce que je donne et faire parler de ces jeunes que moi j'ai pris soin de recruter et faire parler de leurs projets, ça c'est faire ma part. Et j'espère que vous aussi, Madame Patricia Bassois, vous mettant devant votre caméra, en rendant possible les infos en temps réel et rien que être sur la vérité, en recevant différents leaders d'opinion, c'est aussi faire votre part, Madame Patricia Bassois. Bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, si le Congolais est capable d'avoir cette opinion que je viens de ressortir en ce moment, je pense que le challenge se jouera peut-être dans 5 ans. Dans 5 ans, on parlera d'un autre Congo. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Jonathan Bilari. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci de m'inviter encore et encore. C'était un plaisir. Voilà, et je rappelle, Monsieur Jonathan Bilari est porte-parole du parti politique UDCN, parti cher à Madame Magui Roy-Kabouba. Nous recevions aujourd'hui pour donner la vision de leur parti et aussi répondre à quelques questions de l'heure. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons très prochainement et avec un autre invité bien sûr. Au revoir.